sommes ravis de vous accueillir sur notre dernier épisode de la web-série RH, une web-série entièrement consacrée à la gestion de vos salariés. Je suis Morgane Husson, donc conseillère Vivea, et suis accompagnée de ma collègue donc Christelle Lefeuvre, qui relaiera entre autres vos questions dans le chat. Bonjour à tous. Vous dire quand même avant tout, donc Vivea, on est votre financeur de formation. Voilà, vous avez donc 3 000 € pour vous former chaque année, entièrement dédié à toutes les formations que vous pouvez vouloir faire. Vous dire également qu'on est une structure neutre, représentée par l'ensemble des syndicats majoritaires agricoles et des structures agricoles. Alors, donc on est ensemble aujourd'hui pour 45 minutes sur la thématique de comment estimer son besoin en main-d'œuvre. Et pour ça, nous sommes en présence de Emmanuel Bergouin, délégué régional de l'APCITA Centre-Val de Loire. Emmanuel, si tu veux bien réactiver ta Bonjour caméra. à tous, enchantée d'être là ce matin avec vous. Et nous sommes accompagnés également de Benjamin Trousselard, donc maraîcher bio en circuit court, avec un salarié et puis également plusieurs stagiaires qu'il accueille depuis plusieurs années déjà. Bonjour Benjamin, si tu peux réactiver ta caméra. Bonjour tout le monde, merci de l'invitation. Donc, ils partageront tous les deux avec nous leur expertise sur ce sujet de comment estimer son besoin en main-d'œuvre. L'objectif vraiment de ces temps, c'est de pouvoir vous alimenter en bonnes pratiques, en erreurs à éviter. L'objectif, c'est aussi que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse prendre le temps de vous répondre pour que ce soit effectif dans vos pratiques au quotidien. Donc, il me reste à vous préciser qu'en effet, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet questions-réponses qui est tout en haut de votre écran et qu'on prendra le temps d'y répondre tout au long de ce webinaire. Alors, pour commencer et lancer la thématique du jour sur comment estimer son besoin en main-d'œuvre, on vous propose de visionner ensemble une situation, une mise en situation sous forme d'une vidéo sur un ton humoristique. Je laisse Christelle effectuer le lancement. Christelle, si tu arrives à nous le lancer en partageant ton écran. Super, merci beaucoup. Bon, faut qu'on parle du recrutement. Oui, attends, juste, je finis de compter la caisse. 2, 3, 4, 5, 54, Donc, 56, 57. On prend quelqu'un, non? Oui. On a un vrai besoin, là. On peut plus assurer à deux. Oui. Où est-ce que j'ai mis ma calculette, moi? Elle n'est pas là. Là, super. Donc, on pourrait commencer par lister ce qu'on va lui faire faire. Oui, c'est ça. J'avais la liste que... Où est-ce que j'ai mis ça, moi? Ça, c'est pas ça. Ça, c'est les factures, ça marche pas. C'est peut-être ça. Je l'ai foutu là-dedans, là. Ce serait pour aider à la vente, déjà? Oui, c'est peut-être... Non, ça, c'est l'administratif, c'est les factures. Ah! Mais non! Purée, c'est pas vrai, là! J'ai pas le temps. Tant pis, on fera ça plus tard. Oui, mais c'est qui fait Sur le matin, pour la traite Oui. et l'alimentation des bovins. Ou pour les légumes. Oui, très bien. Pourquoi ça bloque ce truc là? Mais c'est pas vrai! Léo! Quoi? Tu m'écoutes, là? C'est important, on parle d'embaucher quelqu'un. Embaucher quelqu'un? Ah mais non, on n'a pas le temps pour ça là. Oui Patrick? Oui, j'étais en magasin, je me dépêche. Oui, j'arrive, je suis là. Je me dépêche! Bon, on embauchera quand on aura le temps. Merci Christelle pour la vidéo. Alors, Emmanuel, Benjamin, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous faire part un peu de votre réaction à chaud sur la situation rencontrée dans la vidéo? Je vous laisse réactiver du coup caméra et puis micro.
Benjamin, est-ce Emmanuel, que vas-y. tu veux... Ouais, non. Alors du coup, j'y vais. Alors, on voit effectivement dans le cadre de cette petite vidéo le sentiment un peu d'urgence qu'il y a et de débordement que peuvent rencontrer ces deux agriculteurs. Et que, en parallèle, le fait de définir, son besoin ou de pouvoir l'exprimer, ça prend un petit peu de temps et ça peut pas se faire dans l'urgence et là, en l'occurrence, on sent, le manque de disponibilité, de la part de l'agriculteur pour j effectivement réfléchir à ce besoin et définir le contour du poste qui remplira, la mission, d'appui et d'accompagnement. Merci Emmanuel. Benjamin, ton retour, est-ce que voilà, c'est vrai que ça se passe vraiment comme ça, c'est que c'est toujours dans le speed et qu'on n'a pas le temps finalement de le prendre. Pour moi, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que je pense que c'est une erreur qu'on a tous fait ou qu'on va tous faire, parce que effectivement, le temps, c'est ce qui nous manque le plus sur nos exploitations. Et en fait, c'est une des plus grosses erreurs qu'on fait dès le départ, c'est de pas se donner le temps de définir son besoin, de recruter la bonne personne. Du coup, on recrute pas la bonne personne. Du coup, on n'a pas les sous qu'il faut. Du coup, ça nous rapporte pas ce qu'il faut. Enfin bref, il y a jamais rien qui va. Et du coup, des fois, ça nous fatigue de l'embauche et du salariat, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est vraiment criant de vérité. Merci beaucoup à tous les deux. Alors du coup, Emmanuel, je vais te laisser donc partager les éléments que tu nous as préparés pour justement voilà, pouvoir réfléchir à ce sujet de comment estimer son besoin en main-d'œuvre et qu'on puisse voilà, suivre un peu le mode opératoire que tu nous as concocté. Ça marche. Merci Morgane. Alors, Hop. j'ai Alors attends, pas je vais encore la partager. Oui, excuse-moi, ouais. attends, je partage. Hop. Toc, toc, toc. Je te partage le document. Donc ça arrive. Si tu peux activer ta caméra aussi pour qu'on puisse te voir, ce sera plus D'accord. sympa. Oui, c'est vrai que j'aurais pu partager moi, excuse-moi du coup, Non, pas de souci. Est-ce que vous avez bien tout à l'écran? Alors là, ouais, C'est ça bon pour vous? avance. Ça fonctionne. Effectivement, Ouais, ouais, ça fonctionne. parfait. Alors l'idée effectivement, si tu peux juste revenir sur la première Bien sûr. slide, ouais. L'idée c'était, d'essayer d'être le plus concret possible, dans le cadre de cette estimation de main-d'œuvre. Là, on l'a vu sur la vidéo finalement, prendre le temps, de se poser pour, effectivement, faire les choses dans l'ordre qui rendra finalement le recrutement le plus facile, c'est important. Heu, on n'a pas toujours ce temps-là, mais ça peut être effectivement intéressant de partir sur cette base pour essayer de faire au mieux, en tout cas, de se dire qu'on peut, finalement réussir, en mobilisant simplement un petit peu de temps pour cela. Là, dans mon petit graphique, ma petite, présentation, j'ai essayé de reprendre des thématiques, voilà, qui vont aller dans une chronologie, en fait, de réflexion. Et qui peuvent aider justement à structurer un petit peu sa pensée et sa méthode pour aboutir à effectivement au recrutement de la personne qui va correspondre aux besoins. Alors la 1re des choses quand on estime son besoin de main-d'œuvre, c'est, de définir les objectifs. Quand on pose, effectivement, les choses, c'est, effectivement à partir de là qu'on va pouvoir, bien définir le profil, bien définir aussi, le tout ce qui va en fait rentrer dans le recrutement qui aura lieu. Et puis ça va porter aussi son choix, c'est-à-dire, j'ai mis quelques exemples, dans le cadre de ces objectifs. Ça peut être, pallier un défaut d'organisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'est pas bien organisé, qu'il manque des choses et donc l'objectif de ce recrutement va être effectivement de pallier à ça. Des fois, ça va être de gagner du temps. C'est pas forcément toujours un défaut d'organisation, mais c'est qu'on a des charges qui s'intensifient, qui grossissent et donc il va falloir à un moment donné qu'on puisse, gagner du temps sur certaines tâches et donc ces tâches-là vont être déléguées.
Ça peut être aussi d'accompagner le développement de l'entreprise. On peut très bien, avoir, de nouveaux projets, ou vouloir s'agrandir et donc dans ces cas-là, ça suppose aussi de recruter, comme la mise en place de nouveaux services, de nouveaux produits. On a envie de se développer, sur quelque chose de nouveau, d'innovant et donc on va, peut-être aussi avoir besoin de compétences pour ça. C'est vrai que quand on parle de définition de main-d'œuvre, là, on est plutôt sur quelque chose qui a trait à, du long ou du moyen ou long terme. Si, c'est, sur des tâches peut-être, plus simples, qui ne demandent pas forcément de qualification, particulière, on va peut-être pas forcément aller non plus dans l'entièreté de ce processus, hein. Il faut aussi, juger, estimer, de pourquoi on recrute. Je pense que, Benjamin pourra le dire, suivant les postes, si c'est, pour peut-être simplement une tâche, rapide, en tout cas courte de désherbage ou et cetera. On va peut-être pas aller jusqu'à la mise en place de l'ensemble de ce processus, hein. Tout ça est à calibrer effectivement. Donc bien définir les objectifs, c'est déjà, se mettre dans un concret, en fait. Benjamin, toi, en ce qui concerne les recrutements que tu as pu faire ou que tu fais encore, quels sont les objectifs là, des recrutements que tu réalises? Ils sont peut-être plusieurs d'ailleurs, ou peut-être qu'il y en a un unique par rapport à ce que Emmanuel vient de dire. Non, ils sont multiples. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'ai une personne saisonnière à temps plein sur la saison avec pour objectif de le garder sur la ferme en CDI. Donc, en fait, le recrutement a été fait un petit peu dans cet objectif-là aussi, de trouver un profil qui pouvait être périn dans le temps. Et puis, il y a aussi des recrutements que j'allais dire, Emmanuel, tu me passeras le terme, mais un petit peu sauvage. C'est-à-dire que là, la météo fait que les carottes sont en train de s'enherber, que si c'est pas pris dans les 10 jours qui viennent, on perd la culture où on va y mettre justement 10 fois plus de main-d'œuvre pour le désherbage manuel. Moi, étant en bio, c'est énormément de désherbage à la main. Donc dans ce cas-là, c'est des recrutements qui se font un petit peu à la volée, avec par contre une définition du besoin qui est très claire à la fois pour moi, mais à la fois pour les personnes que je recrute. Donc c'est très clair de dire je vous prends pour 3 jours pour ne faire que du désherbage de carottes, et après il n'y aura pas de pérennisation. Donc effectivement, il ne faut pas forcément aller jusqu'au bout du process, mais se poser les bonnes questions et être en transparence par rapport à ses besoins et en transparence vis-à-vis des personnes qu'on recrute ou qu'on recherche, c'est extrêmement important, même sur des tâches très, très simples où il n'y a pas besoin d'un gros niveau de qualification. Alors, effectivement, du coup, ça m'a semblé intéressant de parler des intérêts parce que souvent, et là, la vidéo, elle est assez révélatrice de ça, on est dans l'urgence, on n'a pas le temps, on a du mal à prendre le temps, et je l'entends, parfaitement. On voit ça souvent sous l'angle de la contrainte, en se disant, voilà, là, ça va me prendre du temps de réfléchir à ça, que voilà, je vais pas m'en sortir. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de le faire sous un angle, de l'intérêt en fait qu'on a à le faire. Parce que c'est vrai que ce temps qu'on va mobiliser, dans le cadre de la réflexion et de la mise en place en fait, hein, du recrutement, c'est aussi parce que derrière il y a un intérêt pour les exploitants, par la meilleure gestion de l'emploi du temps. C'est-à-dire que la ressource supplémentaire va, permettre d'alléger en tout cas, certaines tâches et peut-être vous permettre de réorganiser un petit peu votre emploi du temps. Et on sait que le temps est précieux et qu'il est très, fluctuant aussi en fonction de la météo, des aléas, hein, d'une manière, générale. J'ai évoqué aussi le gain de réactivité, d'agilité, c'est-à-dire que, quand on a des ressources supplémentaires, ça peut permettre aussi d'être plus réactif ou, plus agile sur la mise en œuvre, de certaines tâches ou de certains services, pardon. L'optimisation des coûts,
parce que le recruter, effectivement, représente un coût. D'un autre côté, si on définit bien son besoin, si on étudie, les raisons, en fait, les finalités de ce recrutement, ça peut permettre aussi, finalement, plutôt que de perdre du temps sur certaines tâches, de mieux organiser, en fait, son agenda et donc, de ce fait, pouvoir, être plus performant sur les charges. Et donc de planifier les dépenses aussi, parce que quand on réfléchit en amont à ce que va nous coûter, voilà, l'embauche de quelqu'un, ça nous permet aussi peut-être de définir des meilleurs moments, des meilleures périodes. Encore une fois, si c'est du long terme, sur des courts termes, ben, on réfléchit à ça et on pose aussi, on budgétise, tout ça. J'ai placé aussi dans les intérêts la limitation à la fois du turnover, du burn-out en fait. Aujourd'hui, l'urgence, et la charge, qu'on peut avoir, mentale ou physique, quand on est en surcharge comme ça, peut générer en fait, effectivement une lassitude, peut, faire en sorte que, les soi-même ou les collaborateurs qui sont déjà là, les salariés qui sont déjà en place, se fatiguent ou s'usent aussi d'une situation qui, est, trop pleine, trop chargée et donc quand on prend en compte ça, en réfléchissant en fonction des moyens dont on dispose, de s'associer avec de nouvelles personnes, bah, on peut peut-être aussi finalement limiter, ces risques-là. Heu, dans l'implication d'équipe, bah, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on va le voir un petit peu plus tard, d'impliquer les équipes dans leurs besoins aussi et pas simplement, dans celles du chef, d'entreprise. Bah, c'est peut-être aussi un bon moyen, de limiter, le turnover aussi, de se sentir impliqué. C'est responsabilisant, c'est engageant, et ça peut avoir un impact fort sur les personnes. Et puis, parfois, ce recrutement peut aussi nous permettre de respecter les normes, légales et réglementaires. C'est-à-dire que parfois, on a besoin de compétences, on a besoin de certaines certifications ou de certaines, de certains, diplômes ou, le nom m'échappe, mais validation et donc peut-être qu'en embauchant quelqu'un, ça va nous permettre justement de pouvoir, bénéficier de ce respect réglementaire. Donc voilà, ne pas avoir forcément toujours ce besoin de main-d'œuvre ou en tout cas ce recrutement comme un pis-aller, mais voilà, voir derrière aussi tous les intérêts qu'on peut en tirer. Alors là, c'est quelques exemples, hein, chacun d'entre vous, a certainement en vision, d'autres intérêts qu'il pourrait avoir, chacun dans sa situation par rapport à ça. J'imagine qu'à chaque fois qu'on se dote de nouvelles compétences, et on verra après l'importance de bien le définir pour que justement l'intérêt soit là, de pas se tromper en fait dans le recrutement, mais en posant les choses. Mais c'est d'avoir aussi en tête cet intérêt que le recrutement peut avoir pour son entreprise. Benjamin, pour toi, quels sont les intérêts du coup que tu trouves au fait d'estimer son besoin en main-d'œuvre avant de recruter? Et ben, déjà, c'est de chercher le bon profil. Alors, moi, en maraîchage bio, on a souvent tendance à avoir cette petite, j'appelle ça une maladie, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on partage beaucoup entre collègues, c'est à chercher le mouton à cinq pattes, c'est-à-dire c'est chercher la personne qui cherche à s'installer et qui est ultra motivée, qui est ultra compétente, qui veut prendre sur tous les postes et tout, enfin, savoir tout faire. Mais c'est des gens qui ne restent pas parce que c'est des gens qui veulent s'installer. Et en fait, on tourne un peu sur ce profil de gens qui ne restent pas et du coup, les gens sont lassés d'embaucher parce que il n'y a pas de pérennisation. Et en fait, je pense qu'on prend souvent le problème à l'envers. On a un profil qui est cool et on se dit tiens, il a plein de compétences, donc ça va vraiment développer mon entreprise. Alors qu'on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on a besoin pour développer son entreprise. Et des fois, une simple ressource en comptabilité et de trouver quelqu'un qui est capable de nous déléguer, de nous supplanter sur la gestion administrative qui nous prend énormément de temps et qui nous, des fois, pousse au burn-out ou au surmenage, en fait, c'est peut-être plus intéressant que d'avoir quelqu'un qui sait planter des salades et conduire un tracteur. Donc,
définir à la fois la gestion de son emploi du temps et puis la manière dont on fait tourner son entreprise est extrêmement importante. C'est un écosystème, une entreprise, et à chaque fois qu'on va rajouter ou non, qu'on fait le choix de rajouter ou non une compétence ou une personne, bah, il faut bien veiller à ce que tous les équilibres soient là, à la fois l'équilibre économique, mais l'équilibre dans les équipes, l'équilibre du producteur. Si recruter quelqu'un, c'est demander plus de gestion, bah, c'est pas forcément évident. Donc il faut vraiment bien définir ce dont on a besoin pour bien pas se vautrer, en fait. Excusez-moi du terme, mais voilà. Et, Emmanuel, tu parlais d'impliquer aussi les équipes, du coup, dans les recrutements, dans les profils, voilà, pour que tout matche bien entre tout le monde. Benjamin, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques, que tu as déjà fait ou sur lequel tu peux nous faire un retour? Alors, je vais faire mon mea culpa, c'est-à-dire que je ne l'ai pas forcément bien fait parce que j'ai souvent été dans cette situation de recruter un peu sur le pouce. Par contre, j'ai vu que des fois des équilibres entre les personnes salariées et les stagiaires collaient pas. Et en me disant, bah tiens, ce stagiaire ou cette stagiaire est géniale, et en fait, bah, ça colle pas avec la personne en salariat, et du coup, c'est une discordance et un travail qui se fait pas et un équilibre qui est pas bon. Donc, impliquer les équipes à la fois dans le recrutement et dans le choix et dans ce qu'on a besoin, c'est important. Aujourd'hui, je m'y confronte un peu plus parce que la personne que j'ai en CDD, que je souhaite faire passer en CDI, bah, et je vais devoir. Aujourd'hui, je développe un peu la ferme, j'augmente ma surface de serre, donc il va falloir que je recrute au moins une personne à mi-temps en plus. Et donc, j'essaye de l'impliquer, même s'il est aujourd'hui qu'en CDD, sur le profil. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît déjà. Et la manière dont on va réussir à travailler tous les trois ensemble pour que ça se passe bien. Mais c'est hyper important parce que en fait, on peut vite mettre un grain de sable dans un rouage, et je pense qu'on l'a tous vécu dans une entreprise. Et c'est l'entreprise et le chef d'exploitation qui en pâtissent, donc c'est pas bon. Du coup, ça rejoint effectivement cette notion de méthode. Ça va tout à fait dans le sens de ce que tu disais, Benjamin. C'est-à-dire que, et Morgane, c'est-à-dire que du coup, quand on est dans la réflexion sur le profil, sur les compétences, ça va aussi dans cette notion de méthode. C'est-à-dire que la réflexion préalable aux besoins, donc on a vu les objectifs, les intérêts. Du coup, là, on est vraiment dans le concret de la méthode. Comment on fait, en fait, pour définir son besoin clairement. Alors, j'ai mis 3 petits points qui me semblent intéressants aussi à prendre en compte. C'est dans la réflexion préalable, justement, sur la définition du profil. C'est au niveau de la direction, au niveau de l'exploitant lui-même, qu'est-ce qu'il souhaite déléguer? Parce que parfois, il y a ça aussi. Il y a des tâches, Benjamin l'a évoqué tout à l'heure sur les tâches plus administratives ou toute la partie un peu paperasse, gestion, etc. Voilà, il y a en fonction de comment on fonctionne, de notre personnalité, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on a envie de garder, il y a des choses qu'on a envie de déléguer. Donc déjà être clair avec soi-même, de ne pas se sentir frustré, après parce qu'on aura donné des tâches qu'on aime bien faire à quelqu'un, considérant que c'est normal que cette personne ait la tâche. Bah oui, bah peut-être pas en fait. Il faut quand même, ne pas s'oublier soi-même pour justement éviter un petit peu, ces frustrations qui pourraient surgir. J'ai évoqué après les équipes, quels sont mes besoins en tant que chef d'exploitation par rapport à mes équipes, mais quels sont aussi les besoins de l'équipe par rapport à leur travail, à leur quotidien. C'est-à-dire que d'avoir des échanges réguliers avec les équipes en place, quand c'est le cas, bah, c'est aussi de recueillir quels sont leurs besoins. Quand on évoquait tout à l'heure la fidélité, éviter la lassitude en fait des personnes en place, bah, de les écouter et de peut-être des fois tout simplement intégrer dans ce besoin de main-d'œuvre des éléments qui auraient été exprimés par les salariés, bah, c'est de s'assurer aussi derrière de la capacité qu'ils auront à accueillir la personne qui arrive, peut-être à la soutenir, parce que encore une fois, on fait équipe et quand on intègre une nouvelle personne dans une équipe, et Benjamin l'a évoqué, c'est vraiment de faire en sorte que cette équipe-là fonctionne et s'entende. Donc déjà d'intégrer
les personnes en place dans cette réflexion, en tout cas de recueillir leurs besoins, ça me semble important. Et puis le dernier point, c'est quels sont les moyens affectés, c'est-à-dire les locaux, l'équipement, est-ce qu'on a ce qui est nécessaire? Est-ce qu'on a le budget? Quel salaire en fait on va aussi pouvoir être en mesure de donner? Tout ça, c'est vraiment des éléments qui vont être importants pour ensuite bien définir le poste. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir envie de prendre quelqu'un extrêmement expérimenté, super diplômé, mais si derrière on n'a pas le budget ou on n'a pas le matériel ou on n'a pas les outils en fait pour l'accueillir, il va y avoir un décalage et globalement le recrutement peut être entaché parce qu'on ne va pas recruter la bonne personne qui ne se satisfera pas des conditions qu'on lui propose en fait. Donc il faut être aussi soi-même assez réaliste par rapport à son besoin pour bien avoir en tête les moyens dont on dispose. Effectivement. Et puis, et je terminerai par rapport aux équipes et à la direction, c'est-à-dire quelles sont déjà les compétences présentes dans l'entreprise? Parce que j'évoquais les besoins des équipes, des salariés en poste, mais c'est bien identifier aussi les compétences qui sont déjà existantes par rapport à ce qu'on pourrait estimer comme un besoin de main-d'œuvre. Il y a peut-être déjà des personnes en place qui ont des compétences ou en tout cas qui demanderaient qu'à pouvoir enrichir un petit peu ses compétences pour aller sur autre chose. Donc faire le point par rapport aux équipes en poste, c'est aussi un bon moyen finalement de faire corps en fait sur l'ensemble des personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise. Ouais, merci Emmanuel. Et puis ça rebondit aussi totalement avec ce que Benjamin, tu évoquais. Tu évoquais que là, du coup, lié à un agrandissement de l'entreprise, le salarié que tu as actuellement en CDD allait passer en CDI et que tu allais avoir besoin aussi d'embaucher une personne à mi-temps. Comment tu t'y prends pour faire ça? Comment tu t'es rendu compte qu'en effet, il fallait que tu puisses passer un salarié en CDI plus avoir une personne à mi-temps en plus? À partir de quoi, du coup, tu t'es basé? Comment tu réalisais en fait ta démarche d'estimation en main-d'œuvre sur ces éléments-là? Alors, je vais pas mentir, comme beaucoup, ça se fait un peu souvent au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'instinct, de ressentiment, enfin de sentiment, de ressenti, qui fait que là, on se dit bon, là, j'aurais besoin de ça. Mais en fait, après, il faut le poser. Et je trouve que ce qui est important, c'est avant de savoir qu'est-ce qu'on souhaite déléguer, et c'est, je pense, une question qu'on se pose pas assez en tant que chef d'exploitation, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand vous demandez à un chef d'exploitation, classiquement, qu'est-ce que tu fais? Tout. Je fais la compta, je fais la gestion du tracteur, enfin je passe le tracteur, je fais l'entretien, je fais les plantations, je fais les semis, enfin peu importe en fonction de la filière. Mais en fait, tout, ça veut rien dire. Donc il faut bien définir qu'est-ce qu'on fait réellement, sur quoi on est compétent, qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on a envie de déléguer ou qu'est-ce qu'il faut qu'on délègue. Parce qu'en fait, il y a à la fois un besoin, puis il y a des fois qu'est-ce que je ne peux plus faire. Des fois aussi, on peut recruter parce que passer un certain nombre d'années à être à quatre pattes, le dos est cassé. Donc faire les plantations à quatre pattes de salade, c'est OK de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc du coup, il faut trouver quelqu'un qui soit en mesure de nous prendre le relais là-dessus. Et puis pour définir un peu ce besoin en main-d'œuvre, en fait, j'ai été en sur-régime pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai tenu la ferme avec une seule personne, alors qu'on aurait pu presque être 3 à temps plein. Et j'ai défini à la fois ce que je gagnais en me disant j'ai pas les moyens de payer 2 personnes à temps plein. Donc du coup, au moins une personne à mi-temps sûr pour pouvoir le développement d'activités de production va permettre de dégager suffisamment de revenus pour être assuré de payer quelqu'un à mi-temps. Et on va tenir une année comme ça, et peut-être qu'en 2026, on sera 3 personnes à temps plein sur la ferme. Donc il y a un peu du doigt mouillé, du jugé, de la prudence, mais c'est extrêmement important de savoir combien de temps on met à faire les choses aussi. C'est souvent ça aussi le problème. Et toujours se dire qu'un salarié mettra toujours un peu plus de temps que nous. Il ne faut pas qu'il mette le double du temps, mais en tout cas, il mettra toujours un peu plus de temps que nous. Estelle, je te vois apparaître, il y a une question. Oui, parce qu'il y a une question pour Benjamin, justement, en lien avec la gestion du temps. Benjamin, c'est Elsa qui pose la question. Quel est le temps que tu consacres par semaine ou par mois à gérer les ressources humaines?
notamment la partie administrative, comme la réalisation des bulletins, le lien avec la MSA, mais aussi toute la gestion humaine, formation, gestion des conflits. Alors, c'est extrêmement variable. Et en fait, alors, pour les salariés, aujourd'hui, je travaille avec le système de TESA+, de la MSA. Donc, en fait, j'embauche en CDD saisonnier pour l'instant. Et les CDI que j'ai eu, j'ai eu une personne en CDI en 2022, dont je me suis séparé, non pas parce qu'elle ne faisait pas l'affaire, mais parce que justement, je n'arrivais plus à faire le tour économiquement. Donc, il a fallu que je rogne sur la main-d'œuvre, la seule main-d'œuvre que j'avais. Donc je travaille avec le TESA+, ce qui fait que les bulletins de salaire sont extrêmement simplifiés. C'est une gestion quotidienne de savoir combien d'heures ont fait les gens, par contre. Donc il y a une responsabilisation des salariés à noter leurs heures, ce qui n'est pas toujours une évidence et ce qui n'est pas toujours simple à faire. Et une fois que c'est fait, après sur la plateforme MSA, ça se fait relativement facilement. En 10 minutes, vous avez fait un bulletin de salaire. Après, ça demande un peu de suivi. Mais je veux dire, un bulletin de salaire en fin de mois, c'est 3 heures de boulot grand maximum s'il y a un bug avec la MSA. Et plus vous avez de salariés, moins le temps par bulletin de salaire est important parce qu'en fait, c'est de la redondance, en fait, c'est du copier-coller presque après. Et puis par rapport à la gestion des conflits, c'est un peu au quotidien, donc ça peut être des fois 0 heure par semaine, et puis des fois ça peut être une après-midi. La personne que j'avais en CDI, c'était pas des conflits, mais elle était en phase de divorce parce que ça se passait très mal avec son compagnon, et parce que ça n'allait pas et le travail n'avançait pas, et il nous arrivait de passer une après-midi. Alors c'est de mon fait, hein, c'est un choix très personnel, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. S'il m'est arrivé de prendre une après-midi complète pour elle, sur son temps de travail, pour pouvoir faire en sorte qu'elle sorte la tête de l'eau et que derrière le travail puisse continuer d'avancer sur les semaines qui allaient passer en pleine saison. C'est un choix très personnel, puis il y a des fois ça se passe très bien, il n'y a rien, et puis il y a des fois ça se passe pas bien, et voilà. Donc c'est très très variable. Et ça, c'est comme la météo, ça se prévoit pas. Merci Benjamin. Merci beaucoup Benjamin. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions peut-être de votre part sur la méthode pour estimer son besoin en main-d'œuvre? Non, Morgane, il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc n'hésitez pas dans le fil de conversation ou dans l'onglet questions-réponses à poser vos questions. Super. Emmanuel, je te laisse poursuivre. On arrive à la fiche de poste. À la fiche de poste, oui, effectivement. Et donc, normalement, si tout se passe bien, le fait d'avoir déjà eu cette réflexion préalable avec les points qu'on a vus ensemble, quel est l'objectif, quels seraient mes intérêts, voilà, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux plus, interroger les équipes, etc. Normalement, toutes ces étapes-là doivent vous aider à aller jusqu'à la fiche de poste qui elle-même servira ensuite pour l'élaboration de l'offre d'emploi. En fait, quand on démarre sur un recrutement, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur une fiche de poste et pas de partir directement sur la rédaction de l'annonce parce qu'on va oublier finalement des choses qui vont être importantes. Et puis, pour que l'offre d'emploi soit le plus en lien avec les besoins, c'est vrai que la fiche de poste est quand même un outil sur lequel vous allez pouvoir faire remonter un certain nombre de critères qui vont correspondre finalement à votre besoin. Donc là, j'ai mis quelques exemples d'éléments, en tout cas, qui peuvent être intéressants de faire remonter sur une fiche de poste, à commencer bien sûr par l'activité. Qu'est-ce que la personne va être amenée à faire? Donc, ces réflexions préalables vont vous y aider. Ce qui peut être aidant, c'est plutôt de le formaliser par verbe d'action. Réaliser, faire, conduire, ranger, voilà, ça permet d'être peut-être plus clair dans sa présentation, mais bien lister en fait dans un premier temps, peut-être même d'ailleurs en vrac, pas besoin toujours sur cette première phase de réflexion d'essayer de faire entrer dans des cases, mais peut-être
jeter comme ça tout ce qui vous vient à l'esprit et peut-être qu'ensuite restructurer l'information pour la replacer dans une fiche de poste qui sera finalisée, définitive, mais enfin encore que définitive, elle va évoluer avec le temps. Mais voilà, déjà de peser en vrac comme ça un peu toutes les activités et puis ensuite, une fois qu'elles sont posées en vrac, ces activités, peut-être essayer de les structurer par catégorie de tâches. Est-ce qu'on va être plus sur certaines tâches qui vont être liées à la commercialisation, certaines tâches plutôt liées à la production, certaines tâches plutôt liées à la partie administrative, et il peut y en avoir d'autres, peut-être certaines tâches sur de l'encadrement, ça dépend en fait, ce que la personne va être amenée à faire. Mais une fois que vous avez comme ça, écrit, jeté, un peu comme un brouillon toutes les activités, bah, de les regrouper un petit peu par domaine d'activité, ça peut être aussi, facilitant et puis, plus facile ensuite, à exploiter. Définir le profil aussi de la personne. Quelles sont les compétences que vous souhaitez qu'elle dispose? De quelles compétences vous avez besoin par rapport à votre poste? Et il en va de même aussi pour les savoirs. Est-ce qu'il y a des particularités? Parce que la compétence, c'est ce qu'elle a déjà exercé. Le savoir, c'est qu'est-ce qu'elle est en mesure qu'est-ce qu'elle a appris en fait? Et du coup, quelle serait, dans ces savoirs, ce qui vous sera utile vous au niveau de l'exploitation. Et puis les savoir-faire, voilà, il peut y avoir du talent sur certaines tâches ou pas en fonction des personnes, mais en tout cas quelles sont celles dont vous avez vous besoin au sein de l'entreprise. Alors après, il y a la fonction effectivement. Alors, peut-être que vous n'aurez pas le nom du poste tout de suite, mais ça peut se dessiner justement au fur et à mesure de l'élaboration de la fiche de poste. On peut avoir le titre du poste, un peu, en anticipation et puis, ce titre peut évoluer justement au fur et à mesure de l'élaboration de la fiche de poste. Bien définir le type de contrat. Est-ce que ça va être un CDD, un CDI? Si c'est un CDD, sur quelle durée? Si c'est un CDI, effectivement, peut-être que les contraintes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est un contrat d'apprentissage? Ça peut être aussi, peut-être une réflexion qui se porte sur un stagiaire aussi, on n'en a pas parlé, mais peut-être que dans un premier temps, ça peut être aussi ça. Quels sont vos besoins par rapport à la prise de quelqu'un en stage? Pourquoi pas, il peut y avoir comme ça des stagiaires qui peuvent aussi vous apporter des solutions en fait, par rapport à certaines problématiques que vous pouvez rencontrer et dans le cadre de leur stage en entreprise, ils ont des études de cas ou des études à réaliser et peut-être que tout simplement ça pourrait aussi vous aider, dans l'expression d'un besoin que vous avez eu. Le salaire aussi, quel salaire vous envisagez de proposer en fait pour ce poste-là? Alors c'est pas toujours évident, hein, de définir les salaires. Vous pouvez vous référer, à la convention collective nationale, en agriculture, qui fonctionne aussi pour les CUMA, parce que vous allez avoir dessus, un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider, par rapport aux compétences que la personne va avoir dans l'entreprise, son niveau de responsabilité, de technicité, de responsabilité et à chaque fois, en fonction de ce que vous aurez déterminé de vos besoins, il y aura des grilles de codification, de salaire à utiliser et ça peut vous aider justement à vous déterminer sur un niveau de rémunération si c'est compliqué. Est-ce qu'il va y avoir des contraintes spécifiques dans le cadre de ce poste-là? Une saisonnalité, des horaires qui sont très liés au type de production, par exemple, les conditions de travail, le chaud, le froid, dehors, enfin voilà, chacun d'entre vous a des caractéristiques, hein, par rapport à son activité. Donc, c'est peut-être aussi intéressant simplement de le lister et de voir après comment vous allez l'exprimer, mais en tout cas de poser dans le cadre de cette fiche de poste. Le périmètre de responsabilité, est-ce que la personne sur ses missions va avoir une responsabilité particulière ou est-ce qu'elle va avoir des missions d'encadrement et de combien de personnes et voilà. Et puis est-ce qu'elle va également avoir des relations avec des personnes à l'interne ou à l'externe si c'est quelqu'un qui va être amené à commercialiser par exemple en circuit court, bah voilà, du coup il va y avoir des contacts avec de la clientèle. Voilà globalement les différents critères qui peuvent rentrer dans la construction de cette fiche de poste.
Ouais, merci beaucoup, Emmanuel. C'est très riche sur tout ce qu'on peut y mettre et comment la construire surtout. Benjamin, est-ce que tu peux nous faire un retour de toi? Comment tu t'y prends pour construire les tiennes? Peut-être les erreurs que tu as pu faire, les petits tips que tu as à nous partager aussi sur ce que tu peux pratiquer toi. Et ben, la première erreur, c'est de pas en faire. C'est-à-dire que moi, c'est assez nouveau sur la ferme. Et en fait, je trouve que aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale d'un recrutement. C'est-à-dire que une fois que vous avez défini le besoin, on sait qu'on a besoin de main-d'œuvre, on a pris le temps de se dire ce dont on avait besoin. Et puis souvent, la fiche de poste, bon, bah, c'est bon, on recrute quelqu'un, on lance 2-3 annonces, on recrute quelqu'un comme ça par contact ou par connaissance, ou même des fois quelqu'un de la famille ou un ami. Et puis on fait pas la fiche de poste parce que bah, ça va bien, quoi. Et en fait, il y a surtout, je trouve, même plus vous êtes proche avec les gens que vous recrutez, plus il faut une fiche de poste. Parce qu'en fait, c'est là où si à un moment donné, il y a un conflit, mais sans forcément parler de conflit, mais juste un besoin d'évolution, ou une prise de responsabilité, en disant bah ça c'était dans ta fiche de poste, ou bah oui mais t'es gentil, mais ça tu m'as jamais demandé de le faire dans la fiche de poste, c'est compliqué, aujourd'hui je me sens pas à l'aise de le faire. Et en fait, je trouve que ça donne un vrai cadre au recrutement et ça permet de se donner à la fois un peu d'assurance, un peu de protection et puis un peu un cap. Voilà, c'est-à-dire que on sait là où on va en ayant une fiche de poste bien définie. Et puis surtout, on peut se rendre vite compte qu'on cherche un mouton à 5 pattes parce que c'est souvent le truc en agriculture, enfin dans beaucoup de métiers hein, de PME, de TPE, de trouver des moutons à 5 pattes, c'est-à-dire qu'on veut des gens qui soient capables de tout faire, qui soient surmotivés, qui soient prêts à travailler 50 heures par semaine sans poser de questions, même si on paye les heures sup, hein, c'est pas le problème, et le tout payé au SMIC. Concrètement, on va pas se mentir, je pense qu'on est tous un peu sur ce profil-là au départ. Et en fait, la fiche de poste, elle permet un peu de structurer ça et de se dire, bon, on fait des choses claires, on fait des choses clean, à la fois pour moi et à la fois pour le salarié, et de trouver des profils qui collent beaucoup plus. Et donc, quand on a des profils qui collent beaucoup plus, et ben, le travail derrière va beaucoup mieux se faire, et va plus correspondre à ce dont on a besoin, et bah, la vie de l'entreprise va beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et moi, je le dis, hein, ça je fais mon mea culpa aussi, je l'ai fait que sur la personne que j'ai recrutée sur la saison 2023. Donc voilà, avant, c'était toujours un peu à l'arrache et j'en ai payé les pots cassés. Merci beaucoup, Benjamin. On a une question pour toi, d'Elsa à nouveau. Combien de temps prend un recrutement? C'est-à-dire combien de temps en avance faut-il anticiper un recrutement lorsqu'un emploi a vocation pérenne? Ah oui, je pense que c'est un emploi à vocation pérenne. Donc plutôt pour un Bah, CDI, Elsa, j'imagine. je veux dire, le plus tôt serait le mieux en fait. Moi, je suis quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, toujours, très longuement. Que ce soit pour monter un bout d'abri pour protéger mes poubelles de la ferme parce qu'elles prennent l'eau, ou pour un recrutement, ça peut prendre des semaines et des mois parce que j'y réfléchis longuement. Ensuite, sur une vocation pérenne, il faut vraiment essayer d'être dans la réflexion la plus construite possible. Et moins on se donne de temps, moins on a les bons profils. Parce que moins on a pris le temps de réfléchir. Là, sur la personne que j'ai recrutée en saisonnier à temps plein, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'ai une personne qui devait rester sur la ferme avec qui je devais m'associer, qui est partie du jour au lendemain parce qu'on a eu un désaccord sur le projet d'association. Elle était sous statut de stage, donc en fait, on a eu une discussion le mardi, le mercredi midi, la personne était partie. Fin février, et moi, ma saison, elle débute début mars. Donc j'ai mis 18 jours à recruter quelqu'un, et j'ai eu énormément de chance de tomber sur un très bon profil. Mais j'étais persuadé que j'allais tomber sur quelqu'un de tremplin, j'allais dire, ou de temporaire, quelqu'un qui allait faire le job pour la saison, et puis on aurait vu après pour quelqu'un de plus long. Donc il faut vraiment prendre le temps de la réflexion et faut pas se dire allez dans 15 jours je recrute un CDI à temps plein et je me mets à la fiche de poste la veille du recrutement, quoi. C'est pas possible. Merci, Benjamin. Emmanuel, je te laisse peut-être nous dire quelques mots de la fin. Je vois que l'heure arrive presque à son terme.
Si tu peux me donner Bah, les en petits fait, tips, oui. les choses à retenir, sur les bonnes pratiques, s'il fallait retenir 2-3 choses impératives à faire, quelles seraient-elles? Impérative. Alors effectivement pour la délai de pour rebondir sur les délais, c'est très lié aussi à la filière dans laquelle vous êtes, hein. Il y a des fois, on sait, hein, par expérience qu'il y a des recrutements dans certaines filières qui sont plus longues sur l'autre. Donc voilà, des fois, faut se dire justement qu'il peut y avoir un délai, important parce que le marché de l'emploi, il est tel qu'il est et en fait aussi en fonction de là où vous êtes, localisé, ça peut, créer, voilà des différences. Après, je rebondis par rapport à ce que disait Benjamin, hein, sur les bonnes pratiques, c'est, prendre de la hauteur, enfin se poser les bonnes questions, voilà, vraiment bien avoir en tête, ses finalités. Quel est l'objectif? Bien définir son besoin, je pense que c'est, voilà, c'est des gages de réussite, effectivement, même si c'est pas une science exacte. Donc voilà, pour prendre du temps, savoir prendre du temps pour le gagner après, c'est, voilà, ça reboucle un peu avec la petite vidéo où, finalement, il n'y avait, absolument aucun temps qui était disponible visiblement, pour ce cadre-là. Merci beaucoup, Emmanuel, merci pour tes interventions. Merci aussi, Benjamin, pour ton partage d'expérience. On arrive à la fin, de notre, webinaire, 12h31, on dépasse un petit peu. Juste, le temps de vous rappeler qu'en effet, vous avez 3 000 € pour vous former, et ça de manière annuelle, que vous pouvez trouver, des formations à la fois sur notre site internet, elles sont mises à jour régulièrement. Vous pouvez aussi, si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les formations que vous avez affichées sur le site internet ou parmi les différents catalogues que vous pouvez recevoir à la maison, vous pouvez aussi trouver votre formation, la formation qui vous plairait de faire avec votre organisme de formation et nous mettre directement, nous, en contact avec cet organisme pour que celui-ci, je rappelle, réalise les démarches pour vous. Voilà, pour le coup, vous n'avez pas de démarche administrative, c'est l'organisme qui fait tout pour vous. Il faut juste lui faire savoir que vous souhaitez mobiliser Vivien. Donc voilà, si vous pouvez prendre 1 minute pour flasher ce QR code, Christelle vous met aussi le lien dans le chat. L'objectif pour nous, c'est d'évaluer vraiment la pertinence et la qualité de ce webinaire. Je rappelle, c'est une toute première initiative qu'on a proposée là sur 3 régions au sein de Vivea. C'était vraiment avec l'objectif de partager des bonnes pratiques, de pouvoir vous aider de manière ponctuelle sur un sujet très défini, très précis, sur un temps aussi donné. Donc, on serait vraiment intéressé pour avoir votre retour et savoir si pour nous, c'est pertinent de perdurer sur d'autres thématiques. Voilà. Me reste à vous souhaiter aussi nos meilleurs vœux de la part de toute l'équipe Vivea pour cette nouvelle année 2025 et vous souhaiter maintenant un très bon appétit. Merci beaucoup à tous pour votre participation et à très bientôt. Au revoir.